Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Content de vous retrouver puisque dans un instant, nous allons recevoir Madame Mathilde Sinéus. Bonjour. Sinéus, elle est manager du pôle travail. Elle va parler avec nous justement du process de vacances pour les enfants. On va recevoir aussi le maire de Sainte-Rose, mais aussi président de la CNBT, Monsieur Adrien Baron, qui est avec nous. Bonjour, Monsieur Adrien Baron. Plus tard, on aura Catherine Herman, responsable de l'Observatoire régional de biodiversité, puisqu'on va parler de biodiversité, très important. D'ailleurs, Sainte-Rose, c'est une des communes où il y a le plus de biodiversité, on va en parler tout à l'heure. Magali Marcin, notre chroniqueuse numérique, sera aussi là. Et on va terminer avec Muriel Dorville et Samantha Rangel, parler de la FAPEG. Monsieur Baron, merci d'être avec nous. On vous attendait depuis longtemps. Vous avez été le maire le mieux élu de... J'ai même entendu au-delà même de la Guadeloupe, même. Hein. Ouais, de France. Vous avez fait 95%. 87%. Non, alors, donc, j'imagine que, bon, ça a été pour vous un moment important. Mais alors, une fois qu'on est élu comme ça, qu'est-ce qu'on fera de plus que par rapport à avant? Non, je pense d'abord, bonjour à vous, bonjour à votre invité, également à la Guadeloupe. Je crois que, bon, être élu comme ça, c'est aussi un risque. Hein, je veux dire, en termes de responsabilité, ça veut dire que on valide certes un travail, puisque bon, ils ont eu l'occasion quand même de voir ce qu'on a pu faire pendant 4 années, mais aussi on exprime une attente. Oui. Et donc on a une double responsabilité. D'abord, celle de continuer le travail qu'on a commencé, et puis après, répondre à cette attente qui sera nécessairement plus forte, et ce qu'on doit comprendre. Et comme je disais il y a quelques minutes, à ma chef de cabinet, je disais que lorsque vous avez fait 90% des choses, vous ne pouvez que perdre des voix. Vous ne pouvez pas faire mieux. Oui, hein. Vous ne pouvez que perdre des voix, puisque nécessairement, vous aurez des personnes qui vont être déçues, parce qu'ils peuvent peut-être s'attendre à ce que l'on puisse régler tous les problèmes. Et il faut être réaliste. On a créé un espoir qui est très fort, donc on l'alimente, bien sûr. Mais la Guadeloupe, c'est un pays où il y a des problématiques qui sont terribles. Et des problématiques sociales qui sont fortes, et la population attend beaucoup, donc on essaye de faire le maximum, mais c'est vrai que bon, ça va pas être très simple. En tout cas, moi je suis très honoré, puisque c'est pour moi un grand honneur de vivre d'avoir vécu ce moment-là, et puis de vivre cette ferveur populaire. Maintenant, je vis ça aussi avec humilité, puisque je sais bien que tout ça est très éphémère, et il faut avoir la tête très froide par rapport à cela. Moi, j'ai un objectif, en fait, qui dépasse celui de Sainte-Rose. C'est de pouvoir servir la Guadeloupe de manière générale, pas au travers de postes politiques nécessairement, mais enfin, dans mon action, dans ce que je conduis comme idéologie pour le pays. Je crois que nous avons un grand besoin de projets nouveaux. Dans le pays. Et il faut qu'il y ait quelques fraîcheurs qui peuvent porter ça. Moi je pense faire partie des gens qui peuvent apporter une pierre. Et donc, je le fais au travers du département. Aujourd'hui, j'ai des nouvelles fonctions à la CNBT. Je tenterai de faire la même chose. Et puis, Sainte-Rose, pour moi, c'est un laboratoire. Mais oui, de toute manière, comme on dit, vous n'avez pas tellement le choix. Oui. Vous êtes obligé de faire aussi bien que ce que vous avez fait il y a 6 ans. Au niveau de Sainte-Rose, je ne suis pas très inquiet. On a vraiment mis la ville sur une trajectoire qui me semble être intéressante. On a un plan pluriannuel d'investissement qui est bien établi. Oui. On a des financements. La ville financièrement se porte bien. Donc je ne suis pas inquiet. La CNBT, c'est un challenge nouveau. Surtout à Sainte-Rose, je me souviens que vous vouliez lutter contre le chômage, faire arriver presque zéro chômeur. On a ce projet d'ailleurs. On est les seuls de Guadeloupe à avoir obtenu l'habilitation territoire zéro chômeur de longue durée. On a le plus gros projet de France. Oui. On n'en parle pas beaucoup parce que bon, on ne fait pas de publicité particulièrement sur ça. Mais enfin, le dispositif territoire zéro chômeur, le plus gros projet de France, c'est celui de Sainte-Rose, 400 emplois. Oui. Ça veut dire qu'on a une habilitation aujourd'hui pour pouvoir recruter 400 personnes, et qui sont financées. Ouais. Alors évidemment, on ne le fait pas parce que bon, faut pas faire tout n'importe quoi, partir dans tous les sens, créer des emplois là où il n'y en a pas, là où il n'y a pas le besoin.
C'est pour ça qu'on y va tout doucement. On identifie les besoins. Lorsqu'ils sont identifiés, qu'il y a une étude qui a été faite par rapport à cela, on avance. Donc là, on a recruté une première tranche de 40 personnes sur une première entreprise à but d'emploi. On va tout prochainement monter une seconde entreprise à but d'emploi. On devrait monter environ 80 salariés, ce qui nous fera environ 120 emplois. L'objectif, c'est d'arriver à environ 200 emplois autour de fin 2027 sur le dispositif. C'est un dispositif qui a prouvé, parce que vous savez, c'est une expérimentation qu'on a développée dans 50 villes françaises uniquement. Alors aujourd'hui, on est sur la deuxième tranche des 100 villes, parce que l'expérimentation a montré ses bons résultats. Puisqu'en fait, si vous voulez, l'emploi aidé, avant, c'était quoi? On donnait à une association, à une mairie, 90% ou 80% d'aide sur un emploi. Mais qu'est-ce qu'on avait? On avait des recrutements massifs, notamment au niveau des associations et tout ça. En fait, c'est des emplois qui ne tenaient pas sans les subventions. Oui. Puisqu'à aucun moment, il n'y avait pas de travail de fait sur la productivité même de l'emploi ou de la nécessité du poste. C'était un moyen électoral très facile de recruter, quoi. C'est-à-dire, on prenait les gens, si bien que les syndicats avaient mis stop un haut là à cette affaire-là, en disant, bon, on va recruter, on va présent, on va prendre définitivement. Là où l'État finit bien les autres. Le dispositif territoire zéro chômeur, il est différent. Il vous impose une dose de productivité sur chaque emploi. C'est pour ça que ce n'est pas des emplois publics. C'est de l'économie solidaire, mais ça reste sur des systèmes non concurrentiels. On reste quand même une entreprise. C'est pour ça qu'on appelle ça EBE, entreprise à but d'emploi. Et en fait, chaque année, vous devez faire en sorte que l'emploi qu'occupe la personne puisse monter en productivité. L'idée, c'est qu'au bout de quelques années, alors 5 ans, c'est l'objectif qu'on s'est fixé, 10 ans, c'est l'objectif maximal. Au bout de 5 ans, que l'emploi puisse passer de 15% de productivité à 30%, troisième année, 50%, quatrième année, 75%, et cinquième année, 100%. Et à la cinquième année, normalement, l'emploi tient tout seul. Voyez. Donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé de licencier la personne lorsque les subventions publiques sont supprimées. Parce qu'à un moment, elles vont être supprimées. Voyez. Alors, je suis content que vous soyez là. Pourquoi? Parce que vous êtes aussi président de la commission d'insertion. Il y a un travail qui est fait. La dame qui est là, Madame Sinéus, elle travaille à la CAF. Et justement, elle est bien au courant des problèmes d'insertion et les problèmes on parlait tout à l'heure hors antenne du niveau de revenus des Guadeloupéens. Est-ce que, monsieur, je vous pose la question et peut-être intervenir, est-ce que vous sentez quand même qu'il y a un mouvement, que ça bouge un petit peu à ce niveau-là? Sur les revenus? Oui. Sur l'accroissement des revenus? Non, sur le nombre de RSA. Ah oui, d'accord, sur les chiffres. Par les chiffres. Alors oui, bien sûr. Même si Nessus, certainement, connaît aussi très bien ces chiffres-là. Bon, nous, au niveau du conseil départemental, aujourd'hui, on gère un peu plus de 37 000 bénéficiaires du RSA. Oui. C'est un chiffre qui s'est fortement amélioré sur les 3 dernières années, puisque nous étions 42 000. Moi, quand je suis arrivé à la présidence de la commission d'insertion, on était 42 000 dans nos fichiers. Alors, ce ne sont pas 5 000 personnes qui ont été en situation d'emploi. On a fait aussi un nettoyage sur nos fichiers, qui était très souvent... J'ai un exemple que je cite souvent. C'était une petite dame qui avait 82 ans et qui percevait le RSA. Parce que, bon, elle passait au travers des filets et on n'avait pas... Bon, voilà. Et en fait, elle ne faisait pas sa demande de retraite. Bon, donc on a fait quelques nettoyages comme ça, mais on a aussi fixé quelques objectifs. Et je crois que le travail qui est fait avec la CAF, avec France Travail, c'est très bien. Puisqu'en fait, vous savez quoi? Je vais vous dire notre problème dans ce pays-là. Je dis toujours pays parce que je considère que la Guadeloupe, c'est pas simplement une région ou un département, c'est un pays, c'est le pays de Guadeloupe. Oui, bien sûr. Notre problème, vous savez, c'est la mutualisation qu'on n'arrive pas à faire. Chaque personne veut garder l'appartenance de son petit truc, quoi. C'est mes affaires, c'est le département, c'est la région. Et je parle pas pour les institutions comme la cafetière parce qu'eux, ils savent jouer le jeu. Mais nous, collectivités, on a cette mauvaise manie de pouvoir garder notre petit truc pour nous. Donc, ah ouais, mais c'est à Sainte-Rose et on savait, etc. Et ça fait que, bon, lorsqu'il s'agit de mutualiser, on a toujours peur de perdre la propriété de ce qu'on n'a pas, en fait. On mène des politiques publiques. L'emploi, c'est une politique publique qu'on mène pour la Guadeloupe, pour les Guadeloupéens. Moi, je m'en fous de savoir que c'est Sainte-Rose qui est mise à l'honneur, le département, la CNBT, ou le France Travail, ou la CAF. Ce qui m'intéresse, en vrai, c'est qu'une personne que nous avons identifié, qui est en situation de grande précarité, qui est en situation de difficulté, que nous puissions trouver une solution pour cette personne-là. Si c'est la CAF qui nous emmène la solution, ben tant mieux. Si c'est France Travail, si c'est le département. Et puis après, à charge pour chacun
dans les cellules de communication de capitaliser. Moi, je sais capitaliser, je dis ça souvent. Je n'ai pas besoin de personne pour me dire comment capitaliser sur une action, même si elle ne m'appartient pas. À partir du moment où elle se fait sur mon territoire, je sais capitaliser. Moi, je dis que bon, tant qu'on n'aura pas cette espèce d'ouverture d'esprit pour dire, bon, ben, on n'a pas besoin, et sur toutes les politiques publiques, hein, toutes les politiques publiques, de dire que bon, il ne faut pas que ça soit le conseil départemental, la mairie, le ci, le ça. Il faut simplement que ça soit un projet pour la Guadeloupe avec tous les institutionnels, tous les partenaires. Et on arrive à faire ce travail-là avec la CAF et avec France Travail. Mais lorsqu'on se retrouve avec des collectivités, région, département par exemple, compliqué, tout devient compliqué. Parce qu'après, on ne sait plus qui fait quoi. C'est comme la politique de la ville. La politique de la ville, normalement, on aurait dû mutualiser beaucoup plus. Mais on a du mal parce que, bon, on se dit c'est habité à l'État. Mais sauf que pas ni habité à l'État, c'est habité à Guadeloupéen. Donc c'est à nous de faire en sorte que ça aille. Donc les chiffres s'améliorent, je reviens à votre question initiale, les chiffres s'améliorent parce qu'il y a un travail intéressant qui est fait. On a plusieurs parcours, vous êtes bien placé pour le savoir, parce que vous aussi vous participez à ce mouvement-là, parce qu'on essaye d'allier culture et insertion, et ça marche très bien. Je profite pour vous féliciter. Vous êtes modeste, vous ne dites pas les choses, mais c'est bien, et il faut continuer à aller vers des actions comme celle-ci pour faire en sorte que nous ayons dans chaque secteur des niches d'emploi pour nos jeunes et moins jeunes demandeurs d'emploi. Et je pense qu'on va y arriver tout doucement, ça va pas être simple, mais il faut qu'on arrive à... Moi j'ai un objectif, c'est qu'avant la fin de la mandature 2028, donc, qu'on soit à 35 000 bénéficiaires du RSA. Je pense que c'est atteignable. Ça voudra dire que ce sera 7 000 le moins sur une mandature. Si on arrive à s'organiser pour qu'il y ait 5 000 sur tous les 6 ans, à un moment, on va arriver à des chiffres raisonnables. Alors, deux petits mots. Parce que pour vous donner une idée, juste pour vous dire une chose, j'étais choqué il n'y a pas très longtemps. J'étais en France il y a peut-être quelques mois et on parlait avec un département qui a avec des quantités de population qui sont égales à nous, et ils avaient 4 000 bénéficiaires du RSA. Lorsque nous, on avait 40 000. Alors, deux petits mots sur la CNBT avant de donner la parole à Mme Sinésius. Quel va être le projet initial pour vous, le plus important de la CNBT? Mon projet de mandature à la CNBT, c'est le cadre de vie. Je vais vous dire, je suis particulièrement agacé de voir l'aspect physique de la Guadeloupe. Je considère que un territoire comme celui-là, qui est aussi beau, ne peut pas être aussi sale. Et je le dis très franchement, hein, parce que bon, je n'ai pas peur de le dire, je ne mets pas en cause les services publics, je ne mets personne en cause. Je me dis qu'il y a un travail collectif qui est mal fait. Il y a un travail de pédagogie qu'on doit faire auprès de la population, ça c'est clair. On est d'accord qu'il y a un souci sur la citoyenneté, sur la mobilisation de la population, sur les gestes réflexes. Mais il y a aussi un travail qui est mal fait auprès de ceux qui gèrent ces problématiques-là. Donc moi, j'ai un projet, c'est celui de, pas nettoyer parce que le terme ne serait pas approprié, mais améliorer, mais véritablement, considérablement, le cadre de vie des personnes du Nord-Bastère. Et je vais vous dire quelque chose, je suis persuadé que tous les gens du Nord-Bastère ont le même projet que moi. Parce que vous savez, la CNBT s'occupe du transport, on n'est pas bon là, hein, mais bon, on s'améliore. Elle s'occupe des déchets, elle s'occupe du tourisme, donc qui dit tourisme dit déchets, vous voyez bien. Bien sûr, visibilité, attractivité. Elle s'occupe de l'aménagement du territoire à travers le SCOT, qui dit aménagement du territoire dit déchets. En fait, en gros, tout ce que vous allez, mis à part le transport et encore, la mobilité aussi est liée aussi à l'aspect du territoire, tout ce que vous allez pouvoir gérer au niveau des intercommunalités se ramène à l'aspect physique du territoire. Et si on arrive à valablement améliorer cela, je pense que les Guadeloupéens seront contents. En tout cas, ceux du Nord-Bastère. Et puis je crois qu'il y a une réflexion commune à mener entre PCI. Ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est pas fait. C'est pour ça que j'ai proposé, dès lors que dans le discours de mon investiture, qu'il y ait des conférences de PCI, ce qui n'existe pas aujourd'hui, où nous sommes en capacité, président et vice-président de PCI, des 4 ou 5 PCI de Guadeloupe, de pouvoir prendre des décisions communes sur certaines politiques publiques. Le déchet, par exemple, il y a une réflexion à mener pour savoir pourquoi il y a un fonctionnement qui diffère entre Cap Excellence et la CNBT, par exemple. Vous voyez ? Et si on arrive à nous mettre ensemble sur ces sujets-là,
certainement qu'on va améliorer le quotidien des Guadeloupéens. On revient vers vous tout à l'heure. Je parle je laisse la parole à madame. Je parle à madame Sinesius des dispositifs d'aide aux vacances de la CAF, puisque il y a beaucoup de gens qui ont des enfants, les vacances approchent. Donc, il y a toute une série de dispositifs qui vont être mis en place. Oui, bonjour à tous. Bonjour Monsieur Baron. Effectivement, la CAF met en œuvre son dispositif vacances, puisque dans le cadre du soutien à la parentalité, donc nous tenons vraiment à soutenir les vacances, les familles dans le cadre des vacances, pour qu'elles préparent les vacances en famille, mais aussi les vacances de leurs enfants. Oui. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, et nous allons voir ensemble l'ensemble des dispositifs. Donc il faut savoir que désormais la CAF a déjà adhéré à l'ensemble des dispositifs avec notre centre national qui est VACAF, qui mutualise pour l'ensemble des CAF leurs dispositifs vacances en termes de financement et d'organisation. Donc actuellement, nous sommes à ce niveau-là. Donc pour l'aide aux vacances enfants, l'aide aux vacances familles, l'aide aux vacances sociales. Alors quel public est éligible à ce dispositif? Donc toutes les familles, dès l'instant qu'elles ont des enfants à charge au sens des prestations familiales et qu'elles répondent à des conditions de revenus, de quotient familial, peuvent être éligibles au dispositif vacances. Mais je vais déjà dire que les familles n'ont rien à faire comme démarche. Dès lors que nous connaissons leur situation, elles ont reçu déjà des notifications leur disant qu'elles ont des droits aux vacances en famille. Et aussi, dès aujourd'hui, la plupart des familles ont reçu aujourd'hui aussi une nouvelle notification d'aide aux vacances enfants. Oui, parce que j'ai vu que vous avez mis en place un passe colo. Oui, il y a aussi le passe colo qui viendra abonder l'aide de la CAF pour que les familles aient un reste à charge moins important pour le départ de leurs enfants. Je ne sais pas si vous avez aussi, mais globalement, ça s'adresse à combien de familles en Guadeloupe? Donc, globalement, nous avons sur les deux dispositifs environ 24 000 familles qui sont éligibles, autant pour les vacances en famille et que pour les vacances des enfants. Oui, parce que je vous posais la question tout à l'heure, est-ce que uniquement les gens du RSA? Non, pas seulement, puisque quand vous avez un petit salaire et que vous avez un certain nombre d'enfants, vous avez effectivement un quotient familial qui diminue. Donc, nous avons là des familles, même si elles travaillent, elles peuvent prétendre aussi aux vacances. Puisque je vais rappeler que les vacances, c'est un droit. Donc, les gens ont le droit de partir en vacances. Et c'est la situation financière, effectivement, qui empêche à beaucoup de familles de partir. Certains ont envie de partir, ne peuvent pas le faire. Et c'est pour ça que la CAF est là, pour soutenir l'ensemble des familles qui sont en difficulté. Ce sont, elles, notre première cible, ça, il faut le dire. Et les autres qui ont reçu la notification, qui sont dans les quotients les plus hauts, reçoivent aussi jusqu'à 700 € pour les vacances en famille. Il y a un quotient familial qui va être donné? Le quotient familial, c'est l'ensemble des revenus de la famille auxquels on additionne les prestations familiales. Et en fonction aussi de la composition de la famille, le quotient est calculé au même titre que celle qui est calculée par les impôts. C'est le même processus. Alors, il y a un gros problème qui se pose en Guadeloupe. Je vous pose, Monsieur Baron l'a effleuré, ce problème de la mobilité. Oui. Ah oui. Comment les parents qui ont des enfants, mais qui n'ont pas de voiture, de véhicule, vont pouvoir se déplacer de Sainte-Rose, par exemple, à Lens-Bertois, Oui. Donc, en dehors de l'aide aux vacances, puisque l'aide aux vacances, c'est l'aide qui est là pour soutenir la famille, pour qu'elle se projette sur son projet de vacances, on va le répéter. Donc, par exemple, si elle réserve sur une structure de vacances, nous, on prône le tourisme local. Donc, on souhaite déjà que les familles puissent passer des vacances en Guadeloupe, sur notre territoire, Marie-Galante et Saint-Martin compris. Donc, les familles... Les Saintes ne sont pas comprises? Les Saintes, on n'a pas de structures qui ont pu labelliser avec nous pour permettre les vacances des familles. Mais on a essayé, on les a approchés, on a été les voir et on n'a pas eu de candidat pour ça. Mais on est toujours en quête de candidats. Donc, si certains opérateurs nous entendent, nous sommes tout à fait favorables à ça. Ils vont réagir. Alors, cette aide aux vacances sociales, comment ça se met en place globalement? Donc, ça se met en place par... Déjà, je vous ai dit que la famille reçoit une notification. Oui, qu'elle a reçue. Donc celles des vacances familiales ont été déjà envoyées depuis le mois de mars. Et là, aujourd'hui, c'est effectivement l'envoi des notifications des vacances enfants. Donc, dès l'instant que les familles reçoivent les notifications et qu'elles ont déjà en tête de pouvoir partir en vacances, elles ont déjà mis en place leur petit budget, puisque c'est un petit budget à côté de l'aide de la CAF. Donc, elles vont appeler les structures labellisées, puisque nous avons déjà fait ce travail de labellisation des structures. Au niveau de toute la Guadeloupe, enfin de tout... de l'ensemble, nous avons 27 structures labellisées. Il y en a à Sainte-Rose? Il y en a à Sainte-Rose, oui. Enfin, je pose la question. Oui, c'est une grande commune. Il y en a sur Sainte-Rose, sur le nord Basse-Terre, il y en a pas mal. Il y en a pas mal? Oui, il y en a pas mal, oui. Alors,
autre chose importante, c'est les nuitées. Comment ça se met en place? Donc, la famille reçoit sa notification, elle appelle la structure de vacances, comme on travaille avec VACAF, la structure, elle a accès au site de VACAF. Donc, elle connaît aussi la composition de la famille, elle a toutes les informations sur les familles qui vont les appeler. Donc, dès que la famille appelle la structure, elle est reconnue sur la base. Et là, la structure peut dire à la famille, voilà, l'aide de la CAF qui vous sera attribuée sera de temps et il vous restera temps à payer par rapport à votre budget. Donc voilà, la famille, elle se décide, elle peut appeler 2-3 structures pour faire son choix. Et dès l'instant qu'elle a fait son choix, elle va pouvoir réserver auprès de la structure en versant des arts. Donc la structure, selon les conditions de vente, vont lui demander de payer en 2 fois ou en 3 fois ou en une seule fois, selon, en fonction aussi de la date à laquelle elle va pouvoir aller en vacances. Donc elle va faire ses démarches. Et dès l'instant qu'elle a bloqué sa place, elle a mis en place sa réservation. Donc là, la structure sait qu'elle aura l'aide de la CAF. Et donc, les séjours vont se passer à la date convenue par la famille et la structure. Oui, je vous pose la question. Ce n'est pas uniquement pendant les grandes vacances, ce qu'on appelle les grandes vacances. Ça fonctionne toute la période de l'année, non? Donc, les familles peuvent partir de Pâques à Noël. Sur les vacances scolaires. Sur les vacances scolaires. Donc, pour la CAF Guadeloupe, nous avons quand même mis un petit pare-feu. Nous souhaitons que ce ne soit pas toujours les mêmes familles qui partent. Donc, une même famille peut partir tous les 2 ans en vacances. Donc, ça permet qu'on ait un turnover de familles qui puissent partir et que ce ne soit pas toujours les mêmes, effectivement, qui profitent de ce dispositif. Qu'est-ce qu'on appelle le PS Vacances? La PS Vacances, la prestation de services vacances. Donc ça, c'est une expérimentation que nous avons mis en place depuis l'année dernière. Nous avons commencé à travailler dessus et nous avons candidaté à 2 expérimentations. Donc une première, comme je vous ai déjà parlé, des structures de vacances, où nous avons permis à des structures de vacances de pouvoir candidater pour qu'elles puissent avoir des aides de la CNAF, de la Caisse nationale, qui puissent les aider à soutenir les familles. Puisque nous avons constaté au niveau national que beaucoup de familles ne partent pas parce qu'elles ne sont pas soutenues. Donc ça permet aux structures d'aider les familles de bout en bout, de pouvoir réserver, de pouvoir aussi être accompagnées pendant leur séjour et de pouvoir aussi être soutenues, par exemple, si elles ont un enfant handicapé, si elles sont des familles monoparentales. Donc, ça leur permet d'avoir un soutien financier qui est versé directement à la structure de vacances et qui permet à ces structures d'aider les familles. Donc, c'est un soutien financier que reçoivent ces structures et nous avons là 9 structures labellisées sur les 27 que nous avons qui ont été effectivement lauréats de cette prestation de service. Alors, je reviens à ce qu'on disait, c'est-à-dire que si aujourd'hui le nouveau maire de Théo-de-Bar ou de Théo-de-Haut, on vous entend, peuvent candidater pour les prochaines structures à venir. Il peut demander aux structures de son territoire de candidater à l'appel à projet de la CAF pour permettre à des familles de Guadeloupe de venir aux Saintes et aussi aux familles des Saintes de pouvoir aussi changer d'air sur le territoire même des Saintes. Donc voilà. Alors moi, je reviens vers M. Baron. Vous entendez un petit peu tout le dispositif qui est pris. Ce dispositif-là concerne, j'imagine, les gens du RSA, les gens qui ont la précarité s'est développée quand même dans le pays. Mais je connais ce dispositif et je peux témoigner de son efficacité. Parce que j'ai eu l'occasion de pratiquer ça avec quelques familles que j'ai vues faire leur réservation, aller passer quelques jours avec leurs enfants. Je trouve ça très bien. C'est bien parce que vous ne pouvez pas imaginer la pression qui peut exister sur les gens qui ont des faibles revenus et qui doivent tous les jours coller les bouts. Calculer tout le temps, faire compter alors que bon, en fait l'argent ne augmente pas. Donc, le calcul il est vite fait. Et en fait, vous devez subir ça et sans aucune perspective d'avenir, puisque les solutions, elles n'existent pas nécessairement. Et ce temps que l'on peut prendre, ce financement qui permet à ces gens-là d'aller en vacances alors qu'ils n'auraient pas pu le faire sans ça, c'est un temps de repos qui est important, où on a se détendre. Le stress, c'est la plus grande maladie du monde et c'est surtout celle-là qui vous empêche d'être productif. Donc ça participe à éliminer le stress et je trouve que c'est une bonne chose. Moi, je félicite cette mesure-là et je pense qu'il faut la renforcer et faire en sorte qu'il y ait une représentation sur tout le territoire. J'ai mes 2 amis là qui sont
terre de haut et à terre de bas, je pense qu'ils vont entendre ce message-là et qu'ils vont faire en sorte... Il faut y réagir. J'ai un peu de sang Saint-Ouen, d'ailleurs. Une dernière chose, Madame Sylvius. La locataire de la CAF qui vous entend maintenant, elle a reçu sa notification. Doit quoi faire en ce moment? Donc, elle va sur le site de la CAF, le CAF.fr. Elle peut rencontrer nos travailleurs sociaux et elle peut avoir la liste des structures, effectivement, qui ont labellisé avec nous. Donc, elle fait son choix. Elle peut décider d'aller en vacances à Déhay, à Sainte-Anne, à Saint-François, où elle veut. Et là, dès l'instant qu'elle se décide et qu'elle voit, bien sûr, il y a les prix, hein, elle va effectivement contacter les structures pour avoir vraiment son reste à charge. Donc, il faut savoir aussi qu'elle peut solliciter des aides, peut-être de sa commune ou d'un CECAS, ou alors si elle travaille de son comité d'entreprise. Donc, tout cela va permettre que ça diminue son reste à charge. Donc, il faut savoir qu'en moyenne, environ 341 €, c'est le montant de l'aide moyenne de la CAF au niveau des vacances. Et les familles ont un reste à charge en moyenne de 150 €. Donc, c'est quelque chose quand même qui facilite les vacances et qui permet à un plus grand nombre, hein, c'est vraiment notre but, qu'un plus grand nombre de familles puissent pouvoir partir en vacances. Et là, nous souhaitons vraiment, effectivement, que plus de structures puissent être labellisées pour donner un meilleur choix aux familles et qu'elles puissent découvrir l'ensemble de notre département. Je pense qu'avant la fin du mois de juin, il faudra peut-être revenir pour faire une piqûre de rappel. Mais il faut savoir que les vacances, ça se prépare, puisque comme l'a dit M. Baron, même si on a des difficultés, on a quand même l'objectif de pouvoir partir en vacances. Et ça se prépare quand même, même si il faut donner 50 €, 150 €. Beaucoup de familles ne l'ont pas. Mais si elles prennent du temps à s'organiser sur 3 mois, elles peuvent verser 50 € par 50 €. Et là, elles pourront effectivement faire ce projet-là avec leurs enfants. Et ça, c'est très important. Monsieur Baron, dernière question toute politique, très rapidement, puisque vous viendrez sûrement l'occasion de revenir là-dessus. Le débat sur le changement statutaire est reparti de plus belle, avec des bonnes et des mauvaises choses qu'on entend. Quelle est votre position définitivement sur ça? Est-ce que la Guadeloupe est prête, à votre avis, ou faut-il encore attendre, comme dit Lurel, encore 20 ans? Moi, je suis convaincu qu'il y a une nécessité de changer les choses. Maintenant, je suis particulièrement inquiet de la tournure que prennent les choses. Et j'interroge mes amis, les gens que je connais. Vous savez, je suis une espèce d'institut de sondage à moi seul parce que j'interroge des gens sans donner mon avis pour pouvoir avoir un peu, pour récolter un peu le truc. Et je suis particulièrement inquiet parce que on est en train de partir sur un débat de personnes et on oublie le sujet essentiel qui est de savoir, doit-on armer la Guadeloupe d'outils nouveaux et d'une organisation institutionnelle nouvelle pour nous permettre d'avancer. Donc bon, moi je l'ai déjà dit, je suis totalement pour que nous puissions évoluer. Il y a un débat sur l'article 73 et 74. Je pense que c'est un débat qui peut être vite réglé à partir du moment où les choses s'éclaircissent. Et je pense notamment au monde économique qui est particulièrement inquiet. Il y a certainement sujet à discuter. Mais aujourd'hui, vous savez quoi? J'ai remarqué qu'il y a de l'animosité qui s'est installée dans le débat. Et tout est en train d'être faussé. Et aujourd'hui, on est sur une question de savoir si on donne à X, à Y ou à Z le pouvoir, plutôt que de réellement se dire, bon, ben, de quoi la Guadeloupe a-t-elle besoin aujourd'hui? Et si on ne change pas l'orientation du débat, si on ne rassure pas la population, on est mort. Et c'est l'État qui va décider. Voilà, c'est exactement ça. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire que, moi j'avais dit à un moment, est-ce qu'il ne faut pas se dessaisir de ce dossier-là et de le mettre sur la place publique pendant un moment pour que les gens ne puissent pas dire c'est vite à l'osba, c'est vite à un tel, c'est vite à Charlie. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et parce que ça, ce débat-là, il est en train de tout foutre en l'air, passez-moi l'expression. Et je crois que ça va être encore une fois une sanction qui va être celle de dire, bon, ben, les gens vont se dire, bon, allez, on comprend plus rien dans leur truc là. Les mecs sont en train de se taper sur la gueule. Donc finalement, ça c'est bité à yo et c'est bité pouyo. Et depuis yo que dit ça, ben yo que dit, bon, ben, on s'en putain, les sacoyer là. Et encore une fois, on va se retrouver dans une situation où on n'aura pas les outils pour continuer à travailler, pour avancer pour le pays. Et malheureusement, on va en remettre cette question-là à 15, 20 ou 30 ans. On ne va pas y arriver. Donc moi, aujourd'hui, j'essaie de rassurer les gens pour leur dire, cessez de classer ce débat-là comme étant un débat de personnes. D'accord? Mais c'est long. Et c'est pour ça que moi, j'ai dit ça à mon président il n'y a pas très longtemps. Je lui ai dit, attention, moi je suis quelqu'un d'extrêmement franc,
Donc je dis toujours ce que je pense. J'ai dit attention, que cette affaire-là ne puisse pas te coûter cher. Parce que finalement, il y a un amalgame qui est fait sur une idée qui à la base est bonne, mais il y a une instrumentalisation politique qui est en train d'être faite. Et malheureusement, on fait peur aux gens, on commence à dire des choses, des contre-vérités, et c'est extrêmement grave. Et des politiciens bien aguerris et qui savent exactement ce qu'ils font. C'est ce qui est plus grave. C'est clair. Enfin, en tout cas, merci de ces paroles. Merci, Madame Sinesius. Puis je vous ai dit, s'il y a encore une intervention, ce sera jamais de trop pour nos Guadeloupéens, nos Guadeloupéens, pour les familles. Je vais quand même rappeler aux familles qu'on a maintenant plusieurs dispositifs à leur destination. Donc, on a l'aide aux vacances famille, l'aide aux vacances enfants, donc pour faire partir vos enfants en vacances avec les opérateurs de Guadeloupe. Nous avons aussi l'aide au transport. On peut aider les familles, on peut les soutenir pour pouvoir partir effectivement dans Bertrand à Cousinière, Vieux Habitants par exemple. On peut aussi les aider dans le cadre du quotidien des vacances. Donc, on a des structures qui sont labellisées pour l'accompagnement des familles. Donc, il ne faut pas qu'elles hésitent à se dire qu'effectivement, j'ai le droit de partir et je peux le faire puisqu'il y a beaucoup de gens qui peuvent me soutenir lorsque je n'ai pas la capacité. Mais il y en a aussi qui ont beaucoup d'autonomie. Donc, on les invite à aller sur le site de la CAF pour pouvoir se renseigner et avoir toutes les informations qu'il faut pour les vacances. On vous remercie pour toutes ces familles qui sont à l'écoute. Voilà, on va prendre la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités et aussi le journal d'information, puisqu'on a parlé de l'ouverture de Cap Excellence en théâtre, c'est-à-dire le festival qui a débuté il y a 2 jours. À tout de suite. Voilà, nous sommes avec vous, il est déjà 13h et pratiquement 17 minutes. Magali Marcin est là, Catherine Herman, bonjour, elle est là, et Iman Nuzé aussi là. Donc, on va commencer par un titre qui va intéresser sûrement Madame Magali Marcin. C'est parti. On va parler de Cap Excellence en théâtre avec la cérémonie d'ouverture, donc 9e édition qui se déroule entre le 2 et le 9 mai, qui réunit des artistes locaux et internationaux autour d'une question forte: comment passer de nos identités théâtrales à une dramaturgie universelle. Donc il y aura des spectacles, des masterclass, des rencontres. Ce festival propose une immersion dans les œuvres qui interrogent sur la mémoire, la transmission et les héritages culturels. On en parle avec Vianney Valverde. Au Palais de la Culture Félix Proto pour l'ouverture de la 9e édition de Cap Excellence en théâtre. Donc c'est une édition qui se déroule, un festival se déroule tous les 2 ans. Nous sommes dans une biennale et cette édition, bien évidemment, est riche d'une grande diversité de territoires qui relèvent de la Caraïbe, mais aussi de l'Afrique, de l'Europe également. Et donc, nous sommes aujourd'hui à cette ouverture, où il y a eu l'ouverture solennelle, mais suivie d'une pièce de théâtre, Joyeux anniversaire Martha, qui va mettre d'ailleurs en scène la marraine du festival, Esther Myrtil. Donc, nous avons bien sûr accueilli un public très abondant, ce qui témoigne bien sûr de l'intérêt que les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens portent au théâtre. Nous entrons dans une pratique et dans un développement du théâtre, une véritable vitrine qui permet d'avoir la visibilité sur la pratique du théâtre guadeloupéen, caribéen, puisque nous accueillons aussi la Martinique, la Guyane, Haïti, la Réunion, et le Sénégal et la France. Donc une vitrine guadeloupéenne, caribéenne et internationale. Et il faut aussi préciser que c'est une très bonne chose parce que Cap Excellence en théâtre travaille activement pour la professionnalisation du théâtre. Donc un théâtre professionnel, un théâtre de qualité, mais un théâtre aussi professionnel. Parce que la plupart des compagnies qui sont invitées dans cette programmation sont dans la démarche de professionnels. Voilà, et le théâtre continue, puisque c'est jusqu'au 9, je crois, festival abymien de théâtre, et il y a de très bonnes pièces.
Pardon? Cap Excellence. Cap Excellence. Car il est sur les 3 territoires. Au-delà de... À oui. bébé Mao. Oui, effectivement, il y a des choses qui se font à Bimao aussi. Bon, on va changer de sujet puisqu'on va parler un petit peu de biodiversité. On a avec nous Catherine Herman, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Rappelez un petit peu votre fonction à l'Aérobic. Alors moi je suis responsable de l'Observatoire régional de la biodiversité. Oui. C'est un travail où vous devez être tout le temps vigilante, c'est ça? Oui, c'est un travail où surtout on analyse les données produites par l'ensemble des acteurs du territoire pour savoir dans quel état se trouve la biodiversité. Et je rappelle que cette chronique est faite justement de façon pédagogique pour permettre aux Guadeloupéens de mieux connaître notre biodiversité et surtout de la protéger. Générique, on commence. Quel beau pays. Bon, je suis content d'être ici. Alors, bonjour Catherine, de quoi on va parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va parler de comment tout à chacun peut contribuer à son échelle à préserver la Guadeloupe. Oui. Donc ce qu'il faut savoir c'est que la Guadeloupe est un des 34 points chauds de biodiversité. Donc ça veut dire qu'on a une biodiversité riche, mais ça veut dire aussi qu'elle est menacée. Et donc en Guadeloupe on a environ 10 800 espèces natives. Autant. Oui. Mais le problème, c'est que ce nombre diminue, puisqu'en fait, on a beaucoup de menaces liées à l'activité humaine, de par les causes de destruction de milieux ou des espèces exotiques envahissantes, par exemple. Il y a des menaces environnementales, c'est ça? C'est ça. Et comment faire justement pour pouvoir préserver cette biodiversité? Déjà, il faut identifier en fait ces menaces. Donc ces menaces, elles sont... donc on va avoir des menaces... on va avoir des menaces qui vont être liées à la destruction d'habitats naturels. On avait besoin de couper des forêts pour avoir des terres agricoles et puis d'avoir l'expansion de nos villes. On va avoir aussi toutes les pollutions de l'air, de l'eau, du sol, la pollution lumineuse, la pollution sonore. Donc toutes nos espèces sont très sensibles en fait à tous ces changements dans l'environnement. Oui. Et là où j'habite à Trois-Rivières, sur la plage, les tortues marines viennent pondre quelquefois. Est-ce qu'il peut y avoir des perturbations qui peuvent empêcher cette ponte? Effectivement, la pollution lumineuse a tendance à attirer les tortues, pas forcément sur leur bonne... pas forcément sur les plages sur lesquelles elles devraient être attirées. Et puis quand elles sont attirées sur ces plages-là, c'est des plages où il va y avoir du monde, elles vont être dérangées, et donc du coup elles vont repartir sans avoir pondu. Donc du coup, ça peut les perturber, mais on peut aussi avoir des menaces d'ordre sonore avec les nombreux bateaux qui circulent dans nos eaux qui perturbent les mammifères marins. C'est-à-dire que l'histoire d'éclairer les plages la nuit, c'est pas une bonne chose. Non, pas du tout. Ouais. Le maire de Sainte-Anne doit savoir de quoi on parle là. Exactement. Alors, mais il y a d'autres projets, d'autres problèmes, par exemple les sargasses en ce moment. Alors, on a le problème des sargasses. Effectivement, ça reste une menace, une très grosse menace, en tout cas pour non seulement pour nous en tant qu'humains à cause des émanations de gaz, mais également pour notre biodiversité, puisqu'en fait, ça arrive directement sur nos milieux côtiers et ils ne sont pas habitués à avoir cette pollution-là, donc ils vont également en pâtir. Et puis, on va avoir d'autres types de menaces comme les espèces exotiques envahissantes. Ce sont des espèces qui sont apportées par l'homme de façon intentionnelle ou non, mais quand ils vont arriver sur le territoire, ils vont s'étendre et ils vont perturber les environnements naturels et donc qui peut aller jusqu'à la destruction d'habitats. Alors les gens qui nous regardent doivent se sentir concernés. Exactement, parce qu'en fait, nous sommes intimement liés à la biodiversité, nous en faisons partie, hein. On fait partie de cette biodiversité. Bien hein. sûr. Mais la biodiversité, en fait, on y est intimement liés parce qu'elle nous nourrit, elle nous aide à respirer, elle nous protège des inondations. Quand il pleut trop dans la montagne, c'est la forêt qui va empêcher d'avoir trop d'eau qui va arriver dans les villes. Et puis on a tous les milieux aquatiques qui vont absorber également ce trop plein d'eau. Nos récifs coralliens et nos mangroves vont nous protéger des houles cycloniques. Et puis la biodiversité, c'est aussi notre pharmacopée
on est très fiers d'avoir beaucoup de plantes médicinales et de pouvoir se guérir par les plantes, mais elle vient voilà, Rimel rasé, ça vient aussi en partie de notre biodiversité. Oui. Et puis ce qu'il ne faut pas non plus nier, c'est que notre biodiversité, elle est attractive touristiquement. Les gens viennent pas forcément pour la carte postale sable fin et cocotier, ils viennent aussi pour plonger et voir de belles choses sous l'eau, et voir des tortues, voir des baleines, et puis aller en montagne, faire des raids, pouvoir voir des magnifiques cascades. Donc c'est tout ça, la biodiversité. Oui. Alors, à l'échelle individuelle, quel est le message qu'on peut faire passer aux Guadeloupéens qui vous écoutent en ce moment et qui font partie de cette biodiversité? Alors, individuellement, on peut agir. C'est des choses simples, mais pour le coup, on se rend compte que c'est encore pas appliqué. La prise de conscience n'est pas encore suffisante. Je pense que les gens ne percutent pas encore suffisamment, ne serait-ce que de ne pas jeter ses ordures dans la nature. Il n'y a pas un randonneur qui ne me dira pas qu'il n'a pas vu un amoncellement d'ordures quelque part. Ça va de ne pas être arraché la végétation pour pouvoir construire. Il y a déjà plein d'endroits défrichés où on peut s'installer. Ça va être de ne pas relâcher ses produits chimiques ou autres hydrocarbures dans l'eau ou dans les sols. Parce que c'est préserver notre eau et c'est aussi l'eau que l'on boit. Ça va être de ne pas avoir trop de pression sur la ressource. On a besoin, on aime consommer des poissons locaux, on aime consommer local. Si on ne veut pas avoir des poissons importés et congelés, il faut préserver aussi cette ressource-là. Et puis pour finir, ça va être également de ne pas relâcher ces animaux domestiques. Je sais que des fois, les gens prennent des animaux et se rendent compte qu'ils ne savent pas s'en occuper. Ils préfèrent, par empathie, les relâcher dans la nature en se disant ils vont se débrouiller. Mais le problème, c'est que ces animaux-là, relâchés dans la nature, parfois ont des impacts très négatifs sur l'environnement. Oui. Et d'après ce que j'ai compris, il y a des programmes de sciences participatives. Effectivement, là, on a pu parler un peu à l'échelle individuelle. Maintenant, collectivement, on peut participer à des programmes de sciences participatives. Donc, ça va être des programmes dans lesquels on va collecter de la donnée. Même nous, en tant que personne lambda, on n'a pas besoin d'être scientifique. On est formé pour ça, on nous apprend à le faire. Mais on peut produire de la donnée. Et parce qu'on a besoin de cette donnée-là pour savoir dans quel état se trouve la biodiversité et mieux agir. Donc, on a une quinzaine de programmes de sciences participatives actuellement sur le territoire. Ça va du suivi de traces de ponte, on en parlait tout à l'heure, au suivi des requins et des raies par les plongeurs, à l'observation de baleines, par exemple. Et donc, souvent, ces programmes-là sont portés par des associations naturalistes. Mais comment ils agissent, ces associations ? En fait, elles ont... Donc, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'une association, ça reste un ensemble de citoyens qui partagent des valeurs communes, qui ont décidé de travailler ensemble de façon bénévole dans un but commun. Dans le cas des associations de protection environnementale, elles ont trois possibilités, trois volets sur lesquels elles peuvent agir. Quand c'est des associations qui sont agréées par le préfet, elles peuvent inciter en justice, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir s'opposer à des projets d'aménagement pour pouvoir protéger l'environnement et la biodiversité. La grande majeure partie des associations vont aussi avoir des actions directement sur les milieux, donc par des nettoyages, par de la restauration. On a par exemple le cas de Cleanman Island qui fait des opérations de nettoyage des plages. D'ailleurs, on a le 17 mai, il y aura un nettoyage sur la plage du Souffleur à Port-Louis. Donc ceux qui veulent participer... C'est une opération décidée par l'ARB ou... Non, c'est une action portée par Cleanman Island et on se fait un peu le relais des actions qui sont faites sur le territoire. Donc si ça intéresse certains, ils vont sur le site de Cleanman Island, ils s'inscrivent et puis ils seront le bienvenu le 17 mai. Et puis le troisième volet, c'est le volet sensibilisation. C'est-à-dire que souvent les associations vont profiter des grands événements où il va y avoir beaucoup de grands publics comme la semaine de l'environnement, le Traditour, la route du Rhum, pour participer aux différents villages qui accompagnent ces événements-là et pouvoir sensibiliser le grand public. Rien que l'année dernière, ils ont sensibilisé plus de 126 000 personnes. Donc c'est quasiment la moitié de la population de Guadeloupe, donc c'est assez énorme. Et ce qu'on espère, c'est qu'un citoyen sensibilisé aujourd'hui devienne un acteur de demain. Bien. Alors, ça veut dire que quand on parle de demain, au niveau de la jeunesse, il y a aussi un travail à faire. Alors, il y a un travail à faire. C'est déjà en cours. Nos enfants sont de très bons vecteurs auprès de leur famille pour justement instiller les bons gestes, ne trier ses déchets, ne pas jeter dans la nature. Ils sont déjà très bons pour ça. Mais s'ils le sont, c'est parce qu'il y a déjà des programmes au sein de leur école qui leur permettent d'être sensibilisés. On a notamment les aires éducatives. Donc, une aire éducative, c'est un petit espace naturel qui va être géré par les élèves et leurs enseignants avec une structure référente liée à l'environnement qui va les accompagner, souvent des associations. Et donc sur cette petite aire, ils vont nettoyer le site, ils vont replanter,
ils vont restaurer, ça va même jusqu'à la protection du site. Il y a des élèves en Grande Terre qui ont réussi à avoir un arrêté municipal contre la chasse de leurs marais pour préserver les oiseaux migrateurs. Ils ont fait des panneaux pédagogiques, donc ça peut aller vraiment très loin. Et tous ces enfants-là, donc en tout on a 49 aires éducatives sur le territoire, en tout cas pour cette année scolaire-là. Et donc tous ces enfants-là, c'est des enfants qui sont déjà sensibilisés et qui agissent déjà dans leur foyer. Oui. Il y a une association, je crois qu'une association Amazona, c'est ça? C'est ça, donc il y a pas mal d'associations qui participent, dont Amazona, effectivement, qui va... donc dans le cas d'Amazona, c'est eux qui ont aidé justement pour l'aire... donc c'est le marais de Pointe de Gros-Bœuf. Oui. Voilà, qui était... c'est l'association Amazona qui les a accompagnés sur ce projet. Ça veut dire qu'il faut que nous pour Timaneuf. Exactement, parce que en fait, finalement, c'est ensemble... Si nous faut nous changer d'habitude en fait. Finalement, tout le monde concerné, tout le monde doit être porté en gamme. Et quand Yoka a dit, c'est Grandiri qui a fait ça que Diri. Absolument. On est sablé, Catherine. Bon, alors, toutes ces infos, on peut les retrouver où? Alors, toutes ces informations, on peut les retrouver déjà dans un premier temps dans l'indicateur qui porte sur les réponses des sociétés civiles. Donc, tous les petits chiffres que j'ai distillés là sont dans cet indicateur-là. Donc, ceux qui ont envie d'avoir plus d'informations peuvent lire l'indicateur. Et d'une façon générale, l'indicateur va se retrouver sur le site de l'ARB, qu'on retrouve, on voit le QR code à l'écran. Et donc, en scannant ce QR code, on va avoir accès à toutes les productions de l'Observatoire qui portent sur... on a déjà fait des indicateurs sur l'état des oiseaux, sur l'état des mammifères marins, sur l'état des récifs coralliens. On a des panoramas en créole, en français. Oui. Et en anglais et en espagnol. Même en anglais et en espagnol. Même en anglais et espagnol. D'accord. Et je rappelle quand même que mardi prochain, c'est le 12. Ce sera un petit peu... Non, c'est au mois de juin. Non, c'est bien ça. Avant la Pentecôte, il y a une chronique spéciale un petit peu. Oui. Avant Pentecôte. Je pense aussi, oui. Il va y avoir des petits messages. Pas après la Pentecôte. Non, cette fois-ci, on parlera un peu avant et puis on va encore... redire un peu les bonnes pratiques à avoir. Un petit peu le citoyen sur ce qu'il doit faire ou ne pas faire pendant ce week-end de la Pentecôte. Exactement. Donc, merci Catherine de tout ça. J'espère que les Guadeloupéens qui nous écoutent prendront conscience de cette conscience citoyenne qui est nécessaire pour préserver notre biodiversité parce que la nature, c'est en nous à partir de tout le monde. Et si la Guadeloupe c'est en nous, Natida aussi c'est en nous. Il est déjà 32. On revient rapidement à une petite actualité avant de passer la parole à notre Miramag. Oui, on va J'ai bien dit? Oui. Il a réussi, c'est bon. 2026, bonne année. Vous êtes raccord au niveau des couleurs en plus. Hein. J'en ai c'est vrai, je n'avais pas fait ça avec les ados. Et rien ne peut lui échapper. On l'a pas fait exprès. Pas fait exprès. Je ne l'ai pas appelé ce matin. D'accord. Non, je te dis ça, je te rassure. On va rester sur l'actualité, n'est-ce pas? Sur l'actualité. L'émancipation des travailleurs, c'était l'occasion d'un échange autour de cette journée internationale d'émancipation des travailleurs qui a été organisée à Duval. Donc, syndicats citoyens ont pu échanger sur les enjeux du monde du travail en Guadeloupe. L'occasion de mobiliser les consciences et de trouver des leviers d'amélioration pour les salariés. On en parle avec Vianney Valverde. Là, nous, on laisse à Duval, un petit canal, où là, nous semblait faire des travailleurs, puisque c'est journée à travailler, travailleuses, et qui permet nous d'être ensemble, de discuter, d'échanger. Nous faisons projection film L'Enclume et le marteau. Et là, nous avons aussi intervention à Charlie Lando qui a expliqué nous le devoir et le droit dans l'entreprise, parce que c'est important et c'est la base fondamentale de la formation, de former le personnel assis le droit et le devoir. C'est un combat qui a duré 2-3 l'année et que c'est un moyen, je dis là, de faire une synthèse à tout ça qui j'ai fait pour garder où là nous y est et où là nous sortir. Et c'est pour ça que je dis là, nous debout là, parce qu'en fait, nous décidons de ne pas aller en la rue, mais décider de contrer nous, de faire des débats, de confronter les idées aussi et de permettre effectivement que je dis là, et nous sembler avec tout le Guadeloupéen pour garder qui vient nous faire avancer le combat nous et en particulier le combat travailler. C'est une occasion, puisque comme c'est travailler qui travaille, donc c'est journée à travailler, donc ça va permettre d'assembler tout travailler en tout secteur, puisque je là le conglomérat a disposé des 4 syndicats, l'USIAG, STPPG, UTPS et le CIFEDJ. Donc à partir de là, nous sembler ensemble de manière à ce que nous passons un petit moment ensemble et que nous profitions effectivement de notifier le droit des camarades en devoir et en droit, et aussi parler bien évidemment des combats que effectivement les anciens menés et qui permettent nous effectivement d'assimiler, de recueillir pour effectivement continuer en Guadeloupe. Voilà, donc un contexte social parfois tendu, c'est l'occasion de ces échanges pour repenser les rapports au travail, n'est-ce pas?
C'était le 1er mai, c'était la fête du travail. C'est ça. Voilà. On prend la deuxième pause. Oui. On se on retrouve revient. tout à l'heure avec qui? Magali. Oui, Magali Marsan. Et Muriel Dorville aussi, oui, tout à l'heure. À tout de suite. Voilà, il est 13h41 et nous sommes avec les 3 dernières dames, non, même les 4, même en comptant Iman. Oui, merci de me Madame compter. Dorville. Bonjour, Et bonjour Madame Raël, bonjour. Viennent de Capester, vont parler au président de la FAPEG et la trésorière. Il y a sûrement des problèmes à Capester aussi, elles sont là. Mais on a Magali, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, qui est nouvelle. I'm back. Ça va? Ça va très bien, Ça va? merci. Ça se voit, Oui, ça se voit, oui. ça se voit. Oui. Bon. Alors, vas-y, numéro Mag. générique. Alors Magali, c'est quoi le sujet aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler, Danick, je vais te poser une question. Lorsque tu envoies un document via WhatsApp ou par mail à quelqu'un, est-ce que tu te demandes ce qu'il devient? Si, je sais que les documents ne se perdent plus. Alors, tout reste stocké Tout quelque reste part. quelque part, Ça oui. peut être un risque. Ah, Mais on c'est- va parler effectivement de ce que beaucoup de personnes font, mais sans filet. C'est comme si en fait on met un cadenas aujourd'hui au niveau de sa porte, au niveau de, on ferme sa serrure à clé, mais on envoie des documents personnels sans filet. Donc on va parler aujourd'hui du filigrane. Ah, très important ça, hein, justement. Alors, Qu'est-ce que c'est? ouais, alors les PDF, les photos, tout ça, les devis, tout ça qu'on envoie, Qu'on envoie, y compris les photos y personnelles. compris les photos personnelles et encore plus les documents administratifs. Oui, Il est nécessaire de mettre un filigrane. Alors, le filigrane, qu'est-ce que c'est? C'est une inscription qui parfois est visible et parfois est invisible. oui. Alors, ce qui est visible aujourd'hui, quand vous avez entendu parler la première fois du filigrane, on parlait des billets de banque, etc. Ou quand vous faites, vous bougez le billet de banque, vous voyez un petit reflet. Ça, c'est un Tout à filigrane fait. pour empêcher la reproduction des billets de banque. Et bon, on peut faire la même chose avec nos documents personnels ou nos photos, etc. Et ça s'appelle un filigrane. C'est une note transparente, comme je dis, traçable ou non traçable. Oui. Alors, tu vas nous expliquer comment faire ça? Je vais vous expliquer effectivement, c'est pour ça que Numéra Mag est là. Oui. Donc le côté traçable, c'est effectivement, vous voyez, quand vous avez, on peut donner un exemple en ligne, vous avez le message copie sur un dossier qui est parfois soit en rouge, Ouais. soit en transparent. Confidentiel, etc. Voilà, si vous pouvez mettre l'image à l'écran, vous avez aussi le dossier confidentiel aussi, Oui, bien sûr. ou alors brouillon, ou alors ne pas diffuser. Donc voilà, on a des fois copie qui est inscrit, on a confidentiel, ne pas diffuser, ça ce sont des filigranes. Oui. Donc il y en a qui sont visibles, comme je disais, il y en a qui sont invisibles. Et les invisibles sont faits en fait pour tracer. C'est-à-dire qu'on met quelque chose d'invisible sur un document pour être sûr, déjà, comme c'est un cadenas aussi en quelque sorte, et on sait si la personne l'a transféré et retrouvé son propre document grâce au filigrane invisible qu'on met D'accord. dessus. D'accord? On le fait avec un logiciel qui s'appelle Digimarc. C'est souvent Comment s'appelle le utilisé. logiciel? Digimarc. Digimarc. Avec Adobe, c'est souvent un logiciel utilisé en entreprise, le plus souvent, pour l'invisible. Et pour le visible, c'est pour éviter la reproduction, ou alors si on reproduit, il y aura le filigrane copie, comme vous avez vu tout à l'heure, ou confidentiel dessus. On se dira, mais pourquoi j'ai ces documents? Alors, à part peut-être pour les espions. Pour les Non, mais espions. c'est important, ça. Mais dans tous les cas, voilà. Alors, pourquoi utiliser un filigrane? 3 bonnes raisons. La première, protéger sa propriété intellectuelle. Quand vous créez quelque chose, un rapport, une photo, un projet artistique, effectivement, ça protège. Un exemple, un photographe qui a fait des belles photos de carnaval et qui envoie un magazine, d'accord, pour mettre sur le magazine. Il n'a pas mis de filigrane sur sa photo, ben, le magazine peut le dire que c'est le sien, puisque c'est sa propriété, puisqu'il a récupéré. Exactement. Et ça fait qu'il perd la propriété intellectuelle de son document. On en a parlé aussi lors du festival Caribule, Tout à fait. la propriété de son Très art, important, en très fait, en important. quelque sorte. Oui. Deux, pour limiter la reproduction non autorisée.
Donc, lorsqu'on met confidentiel, lorsqu'on met, je vais vous mettre tout à l'heure un filigrane spécifique par rapport à Numéramac. Quand je te transmets, par exemple, le script de Numéramac, j'aurais pu mettre un filigrane dessus pour qu'il ne soit pas diffusé à quiconque. Parce que je dis que je donne à Danick pour Numéramac du 4-5, on est le 4 ou le 5 ? On est le 5. Du 5-5 2026. D'accord? Donc, du coup, ce sera écrit dessus. On va faire une démonstration tout à l'heure de ce qu'est le filigrane. Donc, propriété intellectuelle dans un premier temps. Deuxième temps, reproduction non autorisée. Et dans un troisième temps, et là, c'est beaucoup plus malin, c'est pour les entreprises. La traçabilité. Voilà. Une entreprise qui envoie un projet, les appels à projet, par exemple. Tout à fait. Parce que vous avez un appel à projet, vous mettez filigrane invisible dessus et on sait par exemple si on sait que son projet est produit tel jour, on sait que la personne l'a eu si son projet n'a jamais été retenu, mais qu'on voit ensuite que son projet est reproduit quelque part clandestinement. Donc on sait que le filigrane va dire mais non, c'est moi qui l'ai écrit. Et là on démontre, regardez, il y a un filigrane invisible dessus, donc ce n'est pas vous, donc je porte plainte, procès, etc. etc. Juste pour te couper, on n'est pas obligé de déclarer à l'INPI alors dans ce cas. C'est la alors oui. Alors là, on parle de transmission d'un projet. L'INPI, c'est effectivement pour protéger, si tu as fait une œuvre d'art ou si tu as décidé de faire un projet ou de créer quelque chose, oui, il faut déclarer à l'INPI aussi. Tu veux un Donc exemple? c'est les deux. C'est les deux. Pour moi, c'est à ta bulle, c'est déposé à l'INPI. Ah ben voilà. Oui, j'espère. Voilà. Donc l'INPI, comme ça, personne ne peut reprendre ton créatabule puisque c'est toi qui l'as déposé. Voilà. Ou alors il donnera notre nom. Donc voilà les exemples. Donc je disais tout à l'heure, 1, la propriété intellectuelle, 2, limiter la reproduction, et 3, la traçabilité. Alors, quels sont les risques? Pour les entreprises. Aujourd'hui, pour les entreprises, c'est effectivement une perte d'argent, puisqu'on a fait un projet, on n'a pas mis de filigrane invisible dessus, ou même visible, peu importe, confidentiel, etc. À aucun moment, on ne saura que c'est le vôtre, et on vous dira, non, c'est moi qui l'ai créé. La deuxième chose, c'est, je veux faire un petit scénario, j'aime bien faire des petites démonstrations. Je suis étudiante, je suis à Paris et j'ai besoin d'un logement. Donc ça, c'est un cas concret. J'ai besoin d'un logement et je vois une annonce sur Le Bon Coin. Donc le loyer est accessible, l'appartement est bien situé à côté du métro, etc., bien situé. Et j'appelle le propriétaire. Quand j'appelle le propriétaire, il me dit, comme tous les propriétaires de Paris, il y a beaucoup de personnes sur le bien. Donc, pour faire vite, envoyez-moi vos documents. Donc, on parle de 3 fiches de paye, on parle d'avis d'imposition, on parle de justificatif de domicile et on parle de pièces d'identité. Donc, vous transférez ces 3 fiches ces documents au propriétaire, au soi-disant propriétaire, parce que j'insiste là-dessus. Et puis, finalement, l'annonce, elle disparaît et plus vous n'entendez plus parler du propriétaire. Et vos documents? Par contre, quelques mois après, vous recevez une demande de paiement d'un crédit de 50 000 euros, de 40 000 euros, de 15 000 euros. Tout à fait. Pourquoi? Parce que le propriétaire le faux propriétaire a utilisé vos pièces, puisque les pièces en question sont des pièces qu'on demande pour tout type de démarche administrative. Il a été faire plusieurs crédits, voire un seul crédit à votre nom. Il y a près de 200 000 personnes qui ont porté plainte à ce niveau-là. Pas sur Paris, mais en France en général. Et ça peut se faire à Pointe-à-Pitre, ça peut se faire à Fort-de-France, ça peut se faire partout, des fausses annonces. D'accord? Donc, important de mettre un filigrane sur ces documents. Et à ce moment-là, vous vous retrouvez fiché aux incidents de remboursement de crédit aux particuliers. Donc là, vous ne pouvez plus faire de crédit, vous ne pouvez plus louer d'appartement, vous ne pouvez plus rien faire. Donc, si c'est la carte d'identité, elle est utilisée par d'autres personnes. Elle peut être revendue, utilisée par d'autres personnes dans d'autres pays. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut carrément vous gâcher la vie à vie. Parce que pour prouver ensuite, parce que quand vous allez porter plainte, la première chose qu'on vous demande au niveau de la gendarmerie, de la police, est-ce que vous avez transmis des documents, des documents il n'y a pas longtemps? Et vous dites oui, c'était pour un appartement, et effectivement, je n'ai plus revu le propriétaire, je ne m'en suis pas occupée. Et aujourd'hui, j'ai ce crédit. Donc, il y a un monsieur il y a un procès dernièrement, la Cour d'appel de Versailles a jugé une affaire avec une victime qui se retrouve avec un contrat de location de Mercedes à 46 000 euros, sauf qu'il n'a jamais vu cette voiture. 46 000 euros. 46 000 euros. Donc, c'est des démarches ensuite qui sont fastidieuses. Procès, donc attendre la recherche, procès. Vous voyez, c'est vous qui payez, quoi. C'est vous qui casquez, avec pas sûr de retrouver la personne, effectivement, qui vous a usurpé l'identité. Alors, comment ajouter un filigrane?
Ouais, C'est là où on va parler de... C'est très facile. C'est très, très facile. Alors, le gouvernement, justement, a mis en place un site Internet, justement, pour les jeunes étudiants qui se font souvent arnaquer ou les personnes qui cherchent des logements qui se font arnaquer. Ça s'appelle Filigrane Facile. Donc, Filigrane Facile. On va vous mettre une démonstration à l'écran de comment créer ce filigrane. Donc, Filigrane Facile, c'est filigrane.gouv.fr. Donc, c'est très facile. Si on peut mettre la démonstration, s'il te plaît, à l'écran. Voilà. Donc, voilà le document original, Numéramag. Donc, là, on va dans Fichier. Donc, sur le site, Fichier, on exporte le fichier. On importe plutôt le fichier sur le site. Le fichier s'appelle Numéramag. Et là, je vais écrire copie pour Danick, Numéramag du 5/5/2025. 2026, pardon. Et ensuite, je télécharge le fichier. Et vous verrez ensuite comment ça apparaît. Donc, je le télécharge, je l'enregistre. Et ensuite, le fichier apparaît comme ça. Donc, si tu le reproduis, il y aura systématiquement le filigrane dessus. Et quand justement un organisme de crédit voit un fichier avec écrit, si on peut mettre la pièce d'identité, la carte d'identité justement avec le filigrane dessus, voit un fichier écrit pour Danick, Numéramag le 5/5/2026, il va se dire, c'est pas normal que la personne ne m'ait pas donné une autre copie. Donc il va se dire qu'il y a peut-être usurpation d'identité et ces documents seront inutilisables. D'accord. Donc, si par exemple, on transmet sa pièce d'identité, on envoie ses documents administratifs, Filigrane Facile, c'est fait par le gouvernement, ça a été mis en place par le gouvernement, c'est gratuit. Ça se fait en 3 clics. Vous allez sur le site, vous téléchargez le document et ensuite vous avez l'inscription inscrite. Et dès que vous transmettez, par exemple, si aujourd'hui vous avez transmis à Iman pour une location de biens et demain vous transmettez à Danick pour une location de biens, il ne faut pas écrire Iman, il faut écrire à Danick ou à Iman pour louer tel bien, telle adresse, le 5/5/2026. C'est tout simple, tout simple. Donc, pour éviter le piratage, et bien que vos pièces d'identité se retrouvent sur le dark web. Rappelle le nom du logiciel quand même. C'est pas un logiciel, c'est un site internet. C'est un site. Filigrane Facile. .gouv.fr. Dès que vous mettez Filigrane, de toute façon, le premier site qui apparaît, c'est celui du gouvernement. Et ce qui est pas mal, juste pour vous dire, parce qu'il y a d'autres logiciels qui s'appellent I Love PDF, Small PDF, etc. Mais ce n'est pas comme celui du gouvernement puisque les documents restent stockés. L'idéal, c'est de prendre celui du gouvernement puisque les documents sont automatiquement supprimés une fois que vous l'avez téléchargé. Très bien. Si quelqu'un a raté ça, il peut retrouver sur Facebook. Sur le Facebook ZCL News. Et il peut aussi retrouver sur le YouTube Numéramag, tout simplement. Il faut qu'on te voit plus souvent. Il n'y a pas de souci. Merci. Voilà, 13h52. On va tout de suite partir vers Capesterre. La semaine dernière, il y a eu une opération faite par la FAPEG en direction des jeunes, le problème de la violence, etc. Alors, Muriel Lorville, merci d'être là avec Madame Racel. Comment ça s'est passé? Ma foi, très bien. Très bien pour une opération innovante, en réalité, puisque le collège n'a pas pour habitude de recevoir des artistes, de travailler en méthode agile. C'est plutôt rare, d'ailleurs. Et là, c'est vrai qu'au sein de l'APE-FAPEG Germain Saint-Ruf, nous avons proposé à l'établissement scolaire un événement, une méthode qu'il a acceptée. Et tout cela, parce qu'on a une problématique qui est quand même lourde, qui est celle de l'augmentation des cas de violence. Donc on parle de harcèlement, mais il n'y a pas que le harcèlement. Vous avez de la violence physique, de la violence morale, de la violence, le harcèlement, pour qu'il puisse avoir harcèlement, il faut qu'il y ait répétition. Donc il y a tout type de violence dont nos établissements scolaires en Guadeloupe doivent faire face. Et c'est bien de voir des parents d'élèves aussi, de faire des propositions pour voir comment on réussit. C'est vous qui avez pris cette première initiative ou c'est quelque chose qui se fait déjà dans tous les établissements scolaires? Non, sur cet événement précis, sur les 48 heures de la non-violence, le collège Germain Saint-Ruf est pionnier sur cet événement-là, qu'on espère bien sûr insuffler. Et on a déjà eu quelques mots de d'autres établissements, de d'autres parents qui souhaiteraient justement faire de même. Et c'était l'objectif, c'est de pouvoir aussi insuffler une méthode, un événement probant. Je pose la question à Mme Racel. Samantha, bonjour. Comment les enseignants, les parents d'élèves ont réagi? Alors, les parents d'élèves nous ont beaucoup aidés.
beaucoup. Même le jour même de la manifestation, c'est-à-dire le deuxième jour, ils sont venus nous aider à encadrer l'événement. Donc ils étaient au boulot depuis 2 semaines quand même. Ça dure combien de temps? Ça dure 48 heures. 48 heures. C'est 2 jours. Donc une première journée dédiée où ce sont les professeurs, bien sûr, qui sensibilisaient, c'était vraiment au sein des classes. Et sur le deuxième jour, nous avions eu l'événement avec l'artiste. D'accord. Voilà. Avec l'artiste et notamment Du one Monsieur shot, ou O'Neill. bien on fait un coup et puis après c'est fini. C'est pas du one shot. C'est pas un one shot. Non. Alors, qu'on se le dise clairement, nous aurions aimé Oui. que ça soit un one shot. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que nous n'avions plus à traiter les cas de violence au sein des établissements scolaires. Ouais. Mais hélas, tant qu'on a ce fléau qui gangrène notre société, au sein de la FAPEG, on sera toujours aux côtés pour pouvoir insuffler et aider. Alors, il y a quand même, vous êtes là parce qu'il y a encore un deuxième problème à Capesterre. J'ai pu comprendre que, parce que j'ai vu la semaine dernière le maire, M. Courtois, intervenir en disant que le collège ne pouvait plus assurer la restauration des enfants, parce que le principal avait décidé de la fermeture. Le maire aussi était en colère, il faut le dire, il n'était pas content, il a fait sortir un communiqué. Et visiblement, j'ai pu comprendre que tout était réglé. J'ai tort ou j'ai raison? Je fais du fake news ou pas? Alors, on a eu quelques soucis au niveau, on va dire, de l'espace. Oui. Les élèves se plaignaient de la chaleur, de la conservation. Du lieu de restauration. Voilà, vraiment du lieu de restauration. Le chef d'établissement nous avait interpellés à plusieurs reprises sur ça. Et on a fait partir des courriers. Oui, c'est-à-dire que ça fait plus d'1 année que ça dure. Ah, une année ça, déjà. oui, tout à fait. Ça fait bien plus d'1 année. Il y a une convention tripartite qui a été réalisée entre le département, parce qu'il faut savoir que les collèges sont quand même sous la responsabilité du conseil départemental pour le moment. Donc, une convention tripartite entre le département, la mairie et le chef d'établissement, pour une situation qui devait, ma foi, être temporaire. Et on s'est retrouvés, hélas, avec cette situation temporaire qui a perduré dans le temps, dans un espace qui n'est pas dédié au nombre d'élèves, puisqu'on en reçoit 90, alors qu'il y en a 200. Pardon? Oui, vous avez bien entendu. Donc, dans un lieu que nous-mêmes, parents, nous adultes, il n'y avait pas de climatisation, donc c'était très compliqué. Donc, il est normal que les parents d'élèves aient écrit aux parties prenantes. Il est normal également que ce chef d'établissement qui venait d'arriver, je crois que ça fait 1 année ou 2 qu'il est présent, qui se soit insurgé et écrit à maintes reprises au département et à d'autres à ce sujet. Parce que j'ai pu comprendre que le maire disait qu'il avait reçu le responsable de l'académie, enfin du rectorat. Du rectorat, tout à fait. Et que tout à fait. les choses allaient entrer dans l'ordre, au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire, d'après ce que j'ai compris. Alors, c'est vrai qu'en tant que parent d'élève, on va avoir... on préfère parler de faits. Ouais. Non, on ne va pas parler de vision, on va parler de faits. Oui. Au moins, les faits sont indiscutables, sont pas discutables, pardon, et ont des preuves. Après maintes reprises et maintes relances, effectivement, il a fallu prendre une décision. Il fallait que ces messieurs prennent une décision à ce sujet. Sachant que le chef d'établissement, au bout d'un moment acculé, puisqu'il faut savoir qu'on a eu quand même pas mal d'éléments, un personnel de la mairie, des paiements qui sont faits, bien sûr, non pas à l'établissement scolaire, et l'établissement scolaire qui via certains de ses agents, se retrouve obligé également de faire la garde d'enfants. C'est pas... En fait, l'établissement scolaire, il faut comprendre, n'a aucun... Il n'y a pas de retour pécunier. Oui. Maintenant, quand on sait combien c'est compliqué pour tous les établissements scolaires sur la partie financière, puisque nous siégeons en tant que parents d'élèves également au conseil d'administration, comme les autres parties d'ailleurs. Et c'est vrai que ça a été bien compliqué. Et nous sommes quand même ravis qu'aujourd'hui, on entend dire qu'il va y avoir des solutions, en tout cas qu'il y a des solutions qui sont ce soit en quoi route. La solution? Soit quoi?
Alors, d'après mes dernières informations... Déplacer les enfants. Non, d'après mes dernières informations, il y a eu la semaine dernière une pause de climatisation que nous saluons, de clim, au sein de cette salle, que nous saluons, c'est sûr, ça sera quand même plus agréable pour les élèves, d'une part, mais nous restons avec cet effectif-là, qui n'est pas résolu. Il semblerait 200 que... 90 places, c'est ça? 90 sur 200, pour 200. Voilà. 200. Voilà. On a eu également dire qu'il va y avoir une extension. Il semblerait qu'il prévoit une extension du lieu. Voilà. Une climatisation. La climatisation a été posée la semaine dernière. Ah, oui. Voilà, donc nous saluons ça. Hein. Il faut pouvoir saluer les éléments positifs. C'est positif, oui. Bien sûr. Maintenant, non, aujourd'hui, on n'a pas de... Nous ne sommes pas dans une situation qui est terminée, clairement, puisque la rentrée scolaire de l'an prochain, soit il y aura extension pendant cette période de vacances, autant pour nous. Vous savez, quand vous travaillez avec plusieurs fuseaux horaires, on est un peu décalé à un moment donné. Mes excuses. Mais en tout cas, juillet, août, il semblerait qu'il y aura probablement des travaux. Oui. Donc, on espère, bien sûr, voir cela. Donc, vous restez véatif, comme on dit. Oui, l'ensemble des parents d'élèves resteront véatifs, puisqu'il semble... Vous comprenez bien, hein, vous avez des élèves qui... donc ça veut dire retrouver 200 élèves dans la rue, quand on sait toutes les problématiques qui sont liées à ça, Mais il y a un autre point qui se pose au niveau de la restauration, c'est la qualité des repas, c'est-à-dire que nos enfants ne mangent pas souvent guadeloupéen, d'après ce que j'ai compris. Et j'ai pu comprendre qu'il y avait même un problème là-dessus. Alors je laisserai Mme Rassel répondre sur cette partie-là. Peut-être que... C'est la législation. Voilà. Les marchés qui ils mangent plus de pommes de terre que de d'ignables. Alors, ce sont les marchés qui... S'il y a des lignes avec traçabilité, et ce qui existe en Guadeloupe, mais ce sont les marchés qui sont passés. Les marchés qui sont passés sont des marchés pour, malheureusement, des produits importés. J'adore ce plateau toujours. On essaie de faire en sorte, il faut prendre certains exemples. Il y a certaines communes qui ont réussi à faire plusieurs marchés. Oui. Plusieurs petits marchés, mais vous savez, c'est fastidieux. Des sous-marchés. Des sous-marchés, en fait, voilà, pour pouvoir avoir les produits locaux avec aussi de la nourriture européenne, nous dirons. Mais c'est pas facile, parce que l'Europe aussi nous impose certaines choses aussi que... Il est obligé. Il y a du bon, il y a du mauvais. Mais... C'est ça la dépendance. Hein. Après, mais là, c'est l'Union européenne. On n'est même pas sur la France. Hein. Oui, c'est la double dépendance. Voilà, la double dépendance. Alors, après, ils font aussi appel à des diététiques, il y a des diététiciens. Et du coup, ils font attention au menu. Il y a des menus végétariens. Maintenant, qu'on se le dise, hein, sans langue de bois. Clairement, qu'on se le dise, il est temps quand même que nous ayons des lois et des réglementations qui soient plus appropriées à nos départements. Parce qu'on a beau être français, il n'y a qu'une seule solution. Nous sommes à 8000 km. Oui. Et il est vraiment temps que ceux qui sont en responsabilité puissent le faire. Il n'y a pas 36 solutions. Ça, je dirais soi-même, il n'y a pas 36 solutions. Elle est politique. Même la restauration, pose un problème politique en Guadeloupe. Tout est politique, comme on dit. Bon, alors, donc, résumons-nous. Journée, 2 jours pour la violence, etc. La non-violence. La non-violence dans l'établissement. La non-violence. 2 jours pour la violence. Contre la violence. Oui. Et le problème de restauration en voie de régulation, on peut dire comme ça. En bonne voie. En tout cas, en bonne voie. Voilà, en bonne voie. On va dire en bonne voie. Et Magali dit qu'en ce qui concerne les repas guadeloupéens, vraiment 100% guadeloupéens, on y arrivera. J'espère, avec tout ce qui est mis en place en Guadeloupe et puis peut-être une évolution. Voilà, avec tout ce qui est mis en place, l'agroparc permettrait une traçabilité davantage au niveau des produits. Donc oui, on espère cela. Ouais. On espère cela. Ce qu'on souhaite. Dernier mot, Muriel? Oui, simplement, puisque la méthode doit vraiment... nous tenons vraiment à ce qu'on comprenne, à ce que les téléspectateurs de Canadis comprennent bien, qu'aujourd'hui, on est face à des événements de violence qui empêchent à nos jeunes Guadeloupéens d'étudier dans des situations, dans un cadre correct. Moi, j'estime et nous estimons que l'excellence n'est pas faite pour les autres,
elle est également faite pour nous. Donc là où les méthodes classiques voient leur, n'aboutissent pas, ne sont pas forcément concluantes, il est vraiment du devoir des parents de Guadeloupe de pouvoir se mettre autour d'une table et de proposer également à leur au chef d'établissement et au rectorat des événements comme cela où vous avez un artiste. On va travailler sur l'effigie, bien sûr, sur ce que représente l'artiste face à notre jeunesse, parce qu'ils ont aussi, nos artistes aussi ont une responsabilité face à la jeunesse, face aux messages qui sont véhiculés, et travailler avec la méthode agile, ou ce qui est une méthode vraiment dynamique, qui normalement est dédiée aux entreprises. Et nous croyons vraiment que nous pouvons, et on a fait cette expérience justement, de pouvoir se dire que là, nous ne sommes pas dans un cours magistral, qu'on travaille avec les élèves en face, et nous avons eu quand même plus de 280 à peu près élèves, 280 élèves. Donc, nous avons pu travailler en harmonie avec eux. Ils ont été dynamiques, ils se sont exprimés. Nous avions également Monsieur de Noël Dufour, O'Neill, des grands frères, qui étaient présents autour de cette table ronde. Nous avons fait intervenir un élève qui avait été renvoyé et qui expliquait aussi à ses camarades le pourquoi il ne faut pas aller dans cette direction, avec une remise en question qui n'est guère facile, il faut le dire. Et voilà, des élèves en face avec lesquels nous avons pu échanger et qui ont pu prendre conscience. Parce que nous nous sommes rendus compte que les faits de violence sont réels, mais on est face à une génération où ils ne prennent pas forcément conscience des conséquences de leurs actes. Alors j'ai quand même une question, c'est une action totalement que je partage à 100%, mais vous avez parlé que ça devait être précurseur. Est-ce que si on veut le reproduire dans un autre collège, qui est-ce qu'on contacte? Est-ce qu'on vous contacte? Est-ce qu'on contacte la FAPEG? Excellente question. Alors, la FAPEG, c'est une fédération, nous sommes en fédération, et au sein de chaque établissement scolaire, vous avez... un représentant de la FAPEG. Comment? Dans chaque établissement, il y a un représentant. Il y a un représentant, tout à fait. Il y a un représentant de la FAPEG lorsque les parents ont voté pour la FAPEG, parce que on a aussi d'autres fédérations. Maintenant, d'autres associations de parents d'élèves. Maintenant, c'est vraiment une méthode qui est ouverte. Elle est open source, comme on dit. Complètement open source, pour parler dans le langage numérique. Oui. Voilà. Et par ailleurs, Monsieur Dandroni, si on peut se permettre, cette semaine, il y a également, ce mois-ci, nous travaillons sur la question du numérique au sein des établissements scolaires, parce que vous savez, pour faire le lien avec Arimac. International. Mais bien sûr, c'est pour ça que vous faire le lien entre Magali et les actions menées au sein de l'établissement. Il faut comprendre aussi qu'en Guadeloupe, nous avons, sous cette loi française, tout est numérisé. Les impôts sont numérisés. Et on fait face à de l'électronisme. Et on fait face, tout à fait, Magali, à de l'électronisme, à un fort taux d'électronisme. Et nous ne nous rendons pas compte à quel point, aujourd'hui en Guadeloupe, malgré tout le monde, on est d'accord, nous avons tous un téléphone portable, mais hormis WhatsApp, les messages, vous avez souvent des parents, des adultes qui ne savent pas utiliser Néo, qui ne savent pas utiliser Pronote. Et le mois de mai est un mois dédié justement à cela, où on leur explique comment faire, où l'établissement va leur expliquer, le rectorat aussi, parce que c'est en lien avec le rectorat. Le rendez-vous est pris pour Magali. Alors, sous cette action-là, c'est surtout le rectorat. Nous, au sein de notre association, nous accompagnons aussi, mais c'est vraiment... je veux dire, c'est complémentaire en fin de compte. Le rectorat a lancé cette... en fait, il n'y a jamais assez d'accompagnement en matière de numérique, puisqu'il y a des nouveautés qui sortent tous les jours. Et des nouveautés, par exemple, tout devient numérique, et toutes les démarches, ne serait-ce que pour faire votre enfant sort de 3e et il va en seconde. Et nous sommes en pleine période. Voilà, et les parents ne savent pas utiliser un ordinateur pour pouvoir dire... parce que là, le téléphone est assez contraignant pour choisir l'établissement où l'enfant peut aller. Il y a beaucoup qui restent sur le côté, et puis les établissements sont obligés de les appeler pour faire les démarches avec eux. Donc, tout est effectivement de plus en plus dématérialisé, ce qui peut et ce qui handicape une bonne partie de la population. Et sans parler des zones blanches.
Tout à fait. Puisqu'il y a des zones où il n'y a pas d'Internet. Où il n'y a pas d'Internet chez nous. Donc voilà, c'est un plaisir. Donc on va parler de ils vont parler de cyberharcèlement. C'est quand c'est un planning qui est sur toute la semaine. Donc nous appelons les parents du collège Germain Saint-Ruf à rentrer en contact avec le collège où ils feront, où ils inscriveront les uns et les autres pour cela. Et je terminerai dessus, petite cerise, on va dire, sur le gâteau. Oui. C'est une formation qui est en lien avec France Travail. Donc, voilà, chaque parent pourra mettre cela aussi, s'il le souhaite, sur son CV. Bien, c'est dit. Il est pratiquement 14h et on en a 10 minutes. Désolé. Les femmes parlent beaucoup. Non, on parle de choses importantes. Ah, c'est pas vrai? Bon, alors aujourd'hui, on a reçu, je vous dis, on a reçu 6 personnes aujourd'hui. 5 femmes, un seul homme, Adrien Baron, le maire de la ville de Sainte-Rose et président de la CNBT. Sinon, on a reçu Mme Siné, c'est juste pour parler des vacances pour les gens qui ont quelques petites difficultés, mais tout ce qui est mis en place pour la CAF. Ensuite, Catherine Herman de la RB qui est venue parler de la citoyenneté au niveau de la préservation de notre biodiversité, de ce qu'il faut faire, parce que nous ne sommes pas suffisamment conscients du travail qu'il y a à faire, parce que le pays là appartient à un petit morceau, c'est vraiment le cas de le dire, avec Mme Numira Mag. C'est bon, c'est bon. Oui. On a parlé de quelque chose de très important maintenant. Juste un petit mot là-dessus. C'est le filigrane, c'est pour protéger vos documents lorsque vous les envoyez via Internet, vous les envoyez pour un organisme de crédit ou peu importe. Protégez vos documents avec filigrane facile du gouvernement et en 3 clics. Muriel Dorville et Samantha Rassel de Capester sont venus de la FAFEC, sont venus parler de 2 problématiques. Problématique contre la violence 48 heures, c'est un one-shot pour l'instant. Et deuxièmement, problème de la restauration qui est en voie de régulation, on va dire. On va attendre, pas l'été, on va attendre Non, mais déjà, la restauration scolaire se fera jusqu'à la fin de cette année scolaire. Et en plus, Muriel, tu as annoncé qu'il y aura quelque chose sur le numérique. Oui, c'est tout au long du mois de mai. Tout à fait. Voilà. Bien. 2 petits mots sur les news avant de se quitter, Iman. Oui, rapidement, on a parlé du festival de théâtre Cap Excellence en théâtre qui a commencé, qui va jusqu'au 9 mai. On a parlé aussi des travailleurs qui étaient au cœur d'échanges syndicaux. Et je pense que les autres sujets seront développés par la suite, à savoir le Grand Prix cycliste du Conseil départemental qui est lancé. Voilà, on se retrouve demain. Demain, c'est mercredi, c'est la suite. Encore d'autres invités, peut-être autant de femmes. On se demande pourquoi. On se demande pourquoi. Je me pose la question. Pourquoi il y a autant de femmes aux ZCL? Ce sont des statistiques. Le ZCL n'est qu'un reflet de la société. Pardon? Le ZCL n'est qu'un reflet de la société. Ah, c'est un reflet de la société. Voilà. Ça me sauve. Je ne dis rien là. Non, rien à ajouter. Bon, allez. Ciao, bye bye. À demain à la même heure.